Chamertan et merci d'écouter ou de regarder ce nouvel épisode de World's Creative Identities. Nos identités sont multiples, uniques, complémentaires, parfois révélées et souvent encore en cours d'exploration. Journaliste, documentaire, designer, thérapeute ou encore autrice de biographie, comme ce sera le cas aujourd'hui, je discute dans ce podcast avec des personnes qui aiment nous aider à nous exprimer ou ayant libéré leurs propres expressions. J'ai le plaisir aujourd'hui, comme vous le voyez, de discuter avec Camille Guidebin. Elle joue depuis 6 ans le rôle de biographe pour accompagner des personnes ordinaires souhaitant immortaliser leurs histoires extraordinaires. Elle permet ainsi, au fil de ses projets, de tisser un véritable récit collectif. Bonjour Camille et merci d'être avec moi ce matin. Comment vas-tu? Bonjour, merci à toi de m'accueillir sur le podcast. Je suis très heureuse de pouvoir partager ma passion. Eh ben, on a hâte d'entendre tout sur cette passion et comment tu en es arrivée à là. Est-ce que tu peux peut-être, avant même de commencer à te découvrir, nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, le métier de biographe, c'est vraiment prêter sa plume à toute personne qui a envie de se raconter, d'écrire son livre. La plupart du temps, bien sûr, c'est son histoire personnelle, familiale. Mais ça peut prendre diverses formes, c'est vraiment protéiforme. Donc, j'aime à dire que il existe un livre pour chaque narrateur ou narratrice. Donc, la première chose, c'est avant tout la rencontre. Donc, c'est faire la rencontre d'une personne qui souhaitent voilà, mettre des mots, les coucher sur le papier, puisque très souvent, bien sûr, le rendu est un livre à la fin. Euh, et, et donc, on se rencontre. Moi, je fonctionne par enregistrement. Donc, les personnes vont pouvoir se raconter, livrer ce qu'elles souhaitent partager. Et moi, ensuite, de mon côté, je vais réécrire, retranscrire. Euh, Puisque bien sûr la langue parlée n'est pas la langue écrite. Donc l'idée c'est de rester au plus près de la voix des personnes qui souhaitent parler. Ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est très très important de vraiment sentir le narrateur ou la narratrice. Et puis voilà, au fil des rencontres, des entretiens enregistrés, des retranscriptions, le livre se construit, l'histoire prend vie, je dirais, jusqu'à la naissance d'un livre. C'est fabuleux. Et en plus, tu as une très jolie voix douce, comment tu nous le racontes. Peut-être si tu peux parler un peu plus fort. Ok, J'ai peur que à la fin le résultat fasse que moi j'ai une voix très grande et que et qu'on d'accord, t'entende. ok. Mais non, mais c'est formidable. Et du coup, quel genre de personnes viennent le plus souvent te voir? Pour ne rien cacher aux personnes qui nous écoutent, tu m'as envoyé quelques extraits, quelques exemples, parce que, Ouais. comme tout le monde le sait, je suis curieuse. Est-ce que tu peux un peu nous parler de la diversité de ce panel de gens qui pensent à ça? Parce que c'est pas commun. Moi, autour de moi, j'ai pas d'amis ou d'oncles, de tantes qui aient fait ça. Voilà. Qui vient à toi? Oui, c'est vrai que je dirais que c'est un nouveau métier, en tout cas pour les personnes inconnues, parce que c'est un métier assez connu donc pour les célébrités ou les personnalités. Et Mhm. c'est vrai que ces dernières années, il s'est développé le métier de biographe, mais comme j'aime à dire, pour voilà, des personnes ordinaires aux histoires extraordinaires, euh, parce que je pense qu'il y a un besoin des familles notamment, hein, c'est souvent des biographies familiales, de savoir d'où l'on vient, qui l'on est, peut-être aussi pourquoi on a hérité de certaines choses. Ça questionne des choses très profondes et donc c'est très souvent des familles. Donc je ne vais pas le cacher, hein, il y a énormément de personnes assez âgées. C'est Mhm. avant tout peut-être 70% hein, des personnes qui arrivent, pas forcément en fin de vie, mais en tout cas qui arrivent à un moment de leur existence où elles ont envie et besoin de partager ces choses très intimes et familiales. J'ai donc dans ce cadre-là, c'est souvent finalement des petits enfants ou des enfants qui me découvrent sur Internet, Instagram et qui trouvent l'idée super et qui en fait le proposent à leurs grands-parents et l'offrent par exemple comme cadeau pour les 80 ans, Mhm. les 60 ans de mariage, etc.
Et puis, j'ai aussi des personnes plus jeunes qui ont des parcours de vie très singuliers, qui ont envie de partager ça parce que elles ont vécu des maladies, voilà, des accidents. Et c'est aussi Mmh. pour elles une forme de reconstruction, hein, pour aller Mmh. mieux. C'est vrai que je dis toujours, je ne suis pas thérapeute, mais bien sûr, l'écriture est thérapeutique et ça fait aussi Mmh. beaucoup de bien à ces personnes plus jeunes qui, elles, ont peut-être un parcours de vie moins long, mais pour autant tout aussi riche et qui méritent d'être Oui. racontés et partagés. Donc, c'est souvent des petites mamies, des petits papis que j'adore, Mmh. mais aussi des personnes de 20-30 ans qui ont besoin et envie Mmh. de partager en fait leur récit. Non, mais c'est vraiment puissant et j'imagine du coup que tu passes, pas mal de temps quand tu es dans un projet comme ça, que ce soit avec tes, papis, mamies ou avec, ces jeunes avec des histoires à reconnecter. En moyenne, tu passes combien de temps avec quelqu'un, dont tu t'engages à raconter, du coup, soit une portion de sa vie, Mm. j'imagine, mais quand c'est plus large, quand on a envie de vraiment rendre hommage à tout un vécu. Quel est peut-être le plus longtemps que tu es passé avec quelqu'un, c'était quoi? Euh, alors je pense que je vais plutôt commencer par ce qui est le plus, enfin, ce qui est souvent difficile quand on commence une biographie, c'est que on ne sait jamais sur quel narrateur ou narratrice on va tomber. Donc il y a des gens très Oui. loquaces qui vont parler, 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 et en une heure, on a on a des dizaines d'heures de retranscription, et puis d'autres qui sont beaucoup plus taiseux, où il va falloir les accompagner, c'est Mmh. des sujets douloureux. Donc c'est toujours assez difficile de dire on fait 6 heures, 8 heures, 24 heures, parce que ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Mais Mmh. il est très difficile, je pense, de créer un lien, d'avoir vraiment Mmh. une bonne vision d'une vie en moins de 6-8 heures. Ça me paraît vraiment compliqué. Mmh. Après, moi, je souhaite que toutes les familles puissent avoir accès à, euh, à cette offre. Et donc, j'essaie vraiment de faire en sorte que voilà, chaque famille puisse avoir un projet en fonction, elle, de ses possibilités. Donc ça dépend vraiment. Mais en général, on est autour des 8-12 heures. Et il Mmh. y a des personnes qui font ça en 2 tomes. Là, c'est beaucoup plus conséquent. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi voilà, que j'ai pu vivre avec un monsieur qui était très content. Il était un petit peu seul aussi. Donc pour lui, c'était... Parce que c'est ça aussi, hein, c'est vrai que c'est une visite ponctuelle où on se raconte, surtout pour des générations qui n'étaient pas autorisées vraiment à parler avant, hein, puisque voilà, on ne les Mmh. autorisait pas. Donc elles ont parfois beaucoup à dire. Et c'est vrai que parfois je suis obligée d'un point de vue professionnel et je dirais éthique de dire bah voilà, maintenant on arrive au terme de la biographie et il faut s'arrêter parce qu'il y a des personnes qui pourraient Ouais. poursuivre un peu tout le temps. Et là on Mmh. entre voilà dans autre chose et ce n'est pas mon travail, quoi. Oui, c'est encore une fois la ligne fine entre thérapie et écrire son histoire parce que c'est difficilement, non psychologique, quoi. C'est, parce que Exactement. déjà il y a ce qu'on appelle, le coaching narratif. Mm, C'est très puissant de reprendre le pouvoir sur son récit. exactement. De rendre hommage, de se dire là j'ai réussi, de valider là où il y a eu de la douleur. Donc en tant que coach, je suis ravie de voir ton métier exister. Ouais. Et j'ai toujours aimé ces rencontres aussi avec des personnes vraies, pas forcément sur scène, etc. Pas des célébrités. Et du coup, par rapport à ces personnes, c'est surprenant ce que tu dis et en même temps tellement logique. On s'imagine que quelqu'un qui a envie d'avoir sa biographie écrite va être quelqu'un d'extraverti. Mais là, tu nous parles bah, du fait que c'est souvent offert aussi. Ouais. Et donc, quand c'est offert, c'est peut-être un challenge pour Mm. la personne qui accepte le cadeau. Est-ce que il t'est arrivé parfois de devoir vraiment faire un petit coaching à la personne pour qu'elle puisse commencer à mettre des mots sur les choses? Peut-être parle-nous un peu de ces introvertis.
Ouais. si tu peux. Bah, en fait, c'est très intéressant ce que tu évoques parce que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, on me contacte régulièrement pour faire des cadeaux. Euh, et en fait, le projet ne peut pas aboutir parce que la personne n'est pas prête. Donc, Mhm. le sujet essentiel, c'est quand même que bah, la narratrice ou le narrateur soit vraiment dans cette Ouais. démarche parce que, comme on vient de l'évoquer, c'est un travail psychologique et intellectuel aussi hein, important. Mhm. Ça remue beaucoup de choses. Ouais. Donc, il faut avoir une vraie envie parce qu'on est dans une co-construction. Moi, je prête ma Mhm. plume. Je fais de mon mieux voilà, pour me glisser dans leur peau et voilà, écrire page après page. Mais si eux ne souhaitent pas partager leur histoire, c'est totalement impossible. Euh, et, euh, et c'est vrai que euh, j'ai le souvenir, par exemple, d'une famille qui avaient beaucoup réussi dans la vie. Donc, leurs petits-enfants étaient très curieux de savoir comment, voilà, globalement, on naissait dans une ferme au milieu de nulle part et puis on devenait millionnaire. C'était un peu ça l'histoire. Mhm. Et ça n'a pas du tout fonctionné parce que les gens n'étaient pas prêts à Mhm. finalement affronter leur histoire et Mhm. aussi renouer avec cette part d'eux-mêmes qu'ils avaient Mhm. peut-être préféré enfouir pour X raisons. Et moi, du coup, je ne suis pas du tout là pour juger, etc. Mais je voyais bien qu'en fait, au fil des entretiens, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et on a eu Mhm. un échange, voilà, et ils n'étaient pas prêts. Donc, ils le faisaient pour faire Ouais. plaisir à leurs enfants, un peu comme un devoir, mais ça ne Mhm. fonctionne pas. En tout cas, moi, je ne peux pas en plus fonctionner comme ça du tout, parce que c'est vraiment pour moi la confiance, Oui. on tisse un lien très intime où à la fois, moi j'ai une posture externe, mais en même temps, je vais voilà, être en charge d'écrire des choses infiniment personnelles. Donc, si il y a la moindre, je dirais, défiance retenue, même si on raconte bien que ce qu'on veut raconter, évidemment, moi je suis pas là pour tirer les verres du nez, hein, mais il y a on va dire que l'alchimie ne fonctionne pas. Et donc ça c'est arrivé une fois. Mais sinon, la plupart du temps, je tombe sur des personnes âgées qui ont envie, mais qui n'ont pas Mhm. confiance. Donc moi, l'idée, c'est vraiment de leur dire à quel point leur histoire a une valeur, à quel point leur histoire familiale s'ancre aussi dans l'histoire collective, dans l'histoire avec un grand H, et qu'elle mérite Mhm. d'être racontée déjà pour leur famille, mais aussi pour les autres, parce que finalement, nos histoires personnelles enrichissent le récit collectif, et ça, c'est vraiment, je dirais, mon, mon petit travail de base sur lequel voilà, on pose un socle, et en général, Mhm. ça se passe très très bien parce qu'aussi, voilà, on le fait en douceur, c'est à force de se rencontrer, euh, on, on- on peut évoquer des choses une première fois et puis revenir bien sûr à d'autres moments de nos rencontres parce que voilà, la mémoire n'étant pas linéaire, il y a aussi des souvenirs qui reviennent, etc. Donc ça se fait au fur et à mesure aussi ce lien de confiance. Mais j'ai toujours beaucoup de tendresse pour ces mamies qui m'accueillent hyper gentiment chez elles et qui me disent mais moi je sais pas ce que je vais vous raconter parce que j'ai rien à vous dire, mes enfants veulent que je fasse ça, mais vraiment je ne sais pas. Et en fait, quand on commence à défaire la pelote, mais là, c'est la boîte de Pandore, quoi. En fait, elles ont mille et une histoires. Parfois, elles ont vraiment participé à l'histoire, elles s'en rendaient même pas compte. Enfin, vraiment, je me disais, mais attendez, mais là, ce que vous avez vécu, c'est hallucinant. Et vraiment, elles soupçonnent même pas, en fait, comme Ouais. on les a jamais mises en valeur, on n'a jamais pris même le temps de les écouter. En fait, Elles vont banaliser ce elles qu'elles n'ont pas font. conscience de la richesse qu'elles portent en elles. Donc moi, je suis aussi là pour Ouais. révéler un peu ça. C'est mon côté archéologue, puisque j'ai une formation Ouais. en histoire de l'art et archéologie. Je pense que ça me plaît d'aller essayer de chercher des trésors enfouis, insoupçonnés. Ouais. Est-ce que tu peux nous en partager justement certains de ces moments où tu t'es dit waouh, j'en crois pas mes oreilles, c'est trop bien de pouvoir écrire ça.
Est-ce que tu as 2-3 anecdotes à nous Bah, partager? typiquement, je pense à une femme que j'ai accompagnée qui s'appelle Jeanne. Donc, elle aura 100 ans l'année prochaine. Donc, quand on a travaillé ensemble, elle avait 93 ans, donc elle était déjà très âgée. Et pour autant, toujours très vive. Mais voilà, c'est une femme qui avait été ouvrière, puis avait travaillé dans des cantines, donc voilà, avec des métiers pas du tout reconnus, et se disait bien, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter et en fait, quand on déroule son histoire, elle, elle a des parents qui sont d'origine bretonne, donc déjà, il y a toute cette histoire des Bretons qui sont partis vivre à Paris, donc avec un ancrage aussi hyper intéressant d'un point de vue sociologique en fait. Mhm. Et puis ensuite, on se rend compte que elle a fait partie des premières femmes qui ont travaillé dans les usines. Donc elle a ouvert une voie incroyable en fait à plein de femmes sur le marché du travail, mais elle s'en rend même pas compte parce que bon, travailler dans une usine, c'était pas très noble comme elle dit. Et puis en fait, quand arrive la Seconde Guerre mondiale, elle va être prise dans toute une succession d'événements qui ont fait l'histoire. Donc elle me raconte la libération de Paris, par exemple. Et là, donc déjà, bon, la libération de Paris, c'est quand même un événement. Je me dis, bah oui, oui, là, Ouais, vous m'avez caché quand même la libération de Paris, c'est pas mal comme chapitre. Et en fait, elle me dit, bah oui, un jour, je me suis retrouvée là, et puis finalement, c'est le général de Gaulle qui passait devant nous, et je me suis dit, waouh, d'accord, donc en fait, vous étiez là quand le général de Gaulle est passé. Euh, euh, donc, c'est ça, c'est que les gens ignorent vraiment que Mhm. ils ont fait l'histoire aussi, en fait. C'est un vrai voyage dans le temps, en fait. Alors, C'est comme si tu avais tout d'un coup une caméra qui s'ouvre dans ces années, dans la rue, à Paris, dans le passé, et voilà, tu vois au travers de cette femme voilà, et des ce qui choses a très été vécu. sensibles, parce que elle, en Oui. fait, va me dire, bah oui, j'étais bien embêtée, parce qu'après, il n'y avait plus rien pour rentrer chez moi, alors que moi, j'habitais hyper loin, ça avait bloqué toutes les rues. Enfin, des choses, voilà, qui, en fait, mettent complètement en perspective ce que toi, tu peux t'imaginer du général de Gaulle Ouais. qui descend, en fait, apparemment, les Champs-Élysées vers l'obélisque, si je me souviens bien. Et donc, toi, tu n'imagines pas du tout ça, qu'en fait, elle, sa problématique, c'était pas du tout de se dire, tiens, Comment je j'ai rentre? vu le général de Gaulle. C'était dire, mais comment je vais rentrer chez moi parce que je dois rentrer, mes parents m'attendent et ils vont encore s'inquiéter parce que oui, en effet, on est quand même en temps encore de conflits mondiaux où voilà, on est dans des choses que nous, on n'envisage plus du tout. Oui. Et voilà, ou pareil, quand elle va parler du fait que dans l'usine, ils se soient organisés entre jeunes pour aller porter de l'aide aux déportés qui rentraient à l'hôtel Lutetia et comment ils vont s'organiser pour voilà, gérer le côté administratif, mais aussi juste relationnel, tenter de leur apporter un tout petit peu de réconfort dans l'atroce qu'ils venaient de vivre. Et on se dit, waouh, en fait, elle, elle a, elle, elle, elle était là, quoi. Et c'est vrai que, Mhm. je sais pas, parfois, ouais, cette femme-là était en plus si âgée qu'on a l'impression, je sais pas, d'être face à un séquoia, un arbre un peu centenaire, où en fait, euh, le livre d'histoire, c'est elle, quoi. Donc ça, c'est quand même Mhm. hyper précieux. Et Ouais. elle fait partie de ces gens qui, à la base, étaient super timides, n'osaient pas trop et se disaient, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir Mhm. vous raconter, ma petite Camille. Et en fait, non, il y avait comme ça plein d'histoires de femmes aussi, bien sûr, parce que Mhm. c'est très, très important aussi de pouvoir mettre en lumière ces destins de femmes si souvent restées dans l'ombre. Donc, Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que l'histoire a beaucoup été écrite par les hommes. On a tendance à voir les moments de victoire, les moments de réussite au masculin. Et c'est vrai que je sais pas ce que tu en penses. Je trouve qu'on est vraiment dans des années clés pour l'expression des femmes. mm, Que ce soit bon des tendances que les industries entertainment s'en saisissent et tout d'un coup dans tous les films on a des héroïnes, mm, mais en même temps je trouve qu'à côté de ça il y a quelque chose de plus profond oui, qui est en train de changer, où les femmes sont en train de se découvrir leur droit, de se valider, de donner de l'importance à ce qu'elles ont
vécu, accompli. Et du coup, le travail que tu fais, il contribue aussi. Donc, merci pour les femmes. Enfin, merci, merci déjà à elle et puis à toutes nos grands-mères, nos mères, nos sœurs, nos tantes Mhm. qui participent à cet élan. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup ouais, d'affection pour toutes ces Mhm. femmes parce que quand je vois tout ce qu'elles ont enduré, je me dis, ouais, en fait, leur histoire euh, mérite d'être Mhm. lue, d'être entendue. Et ça, c'est aussi un peu mon côté historienne, mais je pense que oui, on n'entend pas assez les inconnus et encore moins Mhm. les femmes. Donc, moi, je suis très heureuse à chaque fois qu'on me dit, moi, je vais écrire l'histoire de ma grand-mère ou de mon arrière-grand-mère parce que Mhm. parce qu'en fait, les sujets féminins ne sont pas des sujets subalternes. La maternité, le travail domestique et plein d'autres, parce qu'en fait, moi, ce que je découvre aussi, c'est que les femmes, en fait, ont de tout temps travaillé et, ont fait un travail immense, et notamment pendant des grands conflits voilà, que les gens ont pu connaître au XXe siècle, les femmes, en fait, avaient un rôle essentiel et Mhm. enfin, dans des campagnes très reculées, comme en ville. Donc, Mhm. ouais, moi j'aime assez l'idée de se dire que dans toutes les familles, on a des héroïnes et il faut absolument les redécouvrir ou les découvrir parce que Mhm. ouais, je pense que ça fait du bien aussi de, voilà, de savoir que en tant que femme, on est aussi issu de toutes ces Oui. lignées de femmes incroyables voilà, qui ont tenu et c'est aussi grâce à elles qu'on est là. Donc ouais, Mais il y a aussi, je pense, une forme de storytelling après. C'est-à-dire que une histoire racontée par quelqu'un qui sait pas raconter des histoires, alors qu'elle peut être hyper intéressante, oui, bah, écrite comme ça, on n'aura peut-être pas trop envie de ouais, lire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet aspect-là aussi, de comment la ouais, matière que tu reçois, tu oui, vas la retravailler pour qu'on ait l'appétit ouais. de consommer cette histoire? Complètement. Bah, en fait, c'est exactement ça. Je te rejoins complètement. C'est-à-dire que parfois, j'ai des gens qui arrivent avec des documents aussi écrits, hein. Parfois, ils ont pu commencer des Mhm. choses et puis en fait, arriver à quelques pages, ils se rendent compte que bon, ça va être difficile d'aller au-delà de 15-20 pages. Mhm. C'est vrai que c'est un puzzle à reconstituer, donc c'est quand même un exercice pas évident. Et, euh, et en fait, souvent, je leur dis, bah, si vous êtes d'accord, on va essayer de remodeler tout ça parce qu'en effet, des mémoires pour des mémoires, euh, Mhm. je dis pas que ça n'a pas d'intérêt parce que tout, enfin, tout se vaut, mais en tout cas, moi, j'essaie aussi de me mettre dans la peau de ces jeunes générations qui vont découvrir le livre. Et donc, je me dis, qu'est-ce que Mhm. ce livre a à apporter aussi aux futures générations. Donc, j'essaie vraiment Mhm. quand je l'écris, de notamment créer du dialogue. Parce que les Mhm. gens vont souvent en fait te raconter l'histoire comme elle s'est passée, pas forcément les dialogues de chaque personnage, bien évidemment, parce que sinon ça serait des acteurs. Donc c'est pas ça. Donc moi je vais essayer de recréer par exemple des dialogues là où il y en a pas. Je vais aussi peut-être pointer le curseur sur des choses qui sont hyper intéressantes ou en tout cas à creuser Mhm. et où la personne n'avait pas du tout conscience de ça et je me dis ah non mais là moi si j'étais son petit-fils ou sa petite-fille j'aimerais tellement savoir comment elle faisait, pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. Donc, donc ça on déroule ce fil-là plutôt que peut-être un déroulé plus classique. Mhm. De même, les dates sont importantes, bien évidemment, mais Mhm. parfois, on ne se souvient pas exactement euh, Mhm. de la date. Ce n'est pas forcément ce qui compte. Ce qui compte, c'est aussi ce qu'on a envie de raconter de ce Oui. moment-là, de ce chapitre. Et c'est vrai que souvent, voilà, je dis aux gens, mais libérez-vous de ça. On n'est pas là, en fait, pour faire un travail de scientifique. On fait un Mhm. travail vraiment qui permette une forme d'histoire familiale, mais, euh, Mhm. mais où ce qui compte, c'est pas forcément des choses, en tout cas que l'on s'imagine dans une biographie assez, on va dire, plus historique, traditionnelle, Oui. où on va jouer sur des aspects plus humains, sensibles, et Mhm. finalement qui nous parlent beaucoup plus. Parce que l'idée, c'est Oui, que les gens
qu'est-ce qu'on veut transmettre? Qu'est-ce qu'on Voilà. veut où sont les émotions, où nous porte la curiosité? Mais justement, quand tu parles du dialogue, c'est marrant, là, en ce moment même, je suis en train d'écouter une autobiographie en audible et j'écoute Trevor Noah, je sais pas si tu vois qui c'est un comédien américain, enfin multimétier Ouais. et souvent il a des dialogues et je me disais toujours: «Mais si un jour moi je voulais écrire quelque chose comme ça, je suis pas sûre d'avoir, autant de mémoire». Mais c'est vrai que tout d'un coup, je me dis: «Ah, qu'est-ce qu'on est naïf quand on est, lecteur parfois». On s'attend à ce que, tout soit exactement comme ça et qu'il ait, une mémoire d'éléphant. Mais en fait, ce qui compte, c'est, de bien refléter les personnes, qui sont Oui, dans ce dialogue, de pas leur prêter des expressions qui ne leur ressemblent pas, j'imagine et de exactement. raconter la big picture quelque part, le grand récit et pas le détail vrai, Voilà. heu Ouais, et c'est vrai mmh que ça, souvent, c'est un vrai sujet de discussion avec, mes narratrices et mes narrateurs parce qu'ils sont un peu inquiets à ce sujet et je leur dis vraiment, mh. heu, au fond, ce n'est pas ce qui compte et en plus, on n'est pas là pour tout raconter dans les moindres détails. Ça n'aurait Oui, aucun intérêt, parce que le livre déjà ferait, 1 500 pages donc voilà, on oui. n'est pas du tout sur ce projet-là et Tout n'est pas important. voilà et en Mmh réalité, et puis, enfin, je ne suis pas non plus, naïve. Je pense que enfin, chaque livre s'écrit à un moment donné et peut-être que mh. 10 ans auparavant, ça aurait été un autre livre et que 10 ans après, c'est encore un autre livre et ça fait Totalement. partie aussi de, je dirais, la magie de la littérature. On ne peut pas tout contrôler et même si moi, mon rôle, c'est vraiment de guider et d'accompagner au mieux les personnes dans ce qu'elles ont envie de raconter. Il y a aussi des choses qui sortent et les gens n'avaient pas spécialement envie, mais voilà, ça émerge et c'est tellement présent qu'on est obligé de l'évoquer, d'en parler. Et parfois c'est douloureux et parfois les gens n'ont pas, enfin les gens, souvent les autres lecteurs et lectrices au sein de la famille, euh, ont des difficultés même à pouvoir entendre ces Mmh. histoires qui sont parfois des secrets de famille, etc. Et pourtant, c'est essentiel parce que voilà, ça libère, ça permet aussi une meilleure compréhension. Euh, Mmh. c'est vrai que j'ai souvent des enfants et des parents qui pouvaient avoir des conflits et après l'écriture d'un livre, je pense se comprennent mieux parce qu'aussi on se raconte et on se permet des choses différentes Mmh. et, et, et ça, par exemple, c'était pas forcément prévu parce que c'est vrai que souvent au début, on évoque tout ce qu'on aimerait écrire pour que moi je puisse faire voilà, un programme. Et Mmh. finalement, les choses parfois se passent différemment, bien sûr, dans le cadre quand même du devis qu'on avait établi. Mais voilà, on va dire le corps du texte est modifié. Mmh. Et, et j'aurais tendance à dire que c'est même souvent ce qui est le plus précieux parce que Mmh. c'est finalement ce qui a été peut-être le plus difficile à faire remonter à la surface, quoi. Mais c'est assez intéressant de souvent quand j'écoute aussi des stand-up, des personnes qui sont humoristes qui bon, il y en a beaucoup qui font de la fiction dans leurs récits, mais il y en a pas mal qui parlent, des autres personnes de leur famille, qui racontent des histoires qui ne touchent pas qu'eux-mêmes et dans ce travail que tu es en train de faire, c'est vrai qu'au début, on se dit: «Ah bah, c'est une biographie, la personne va parler que d'elle-même», mais c'est impossible. Ah, pas du On tout, vit avec sa famille, on bien vit avec sûr. les autres et comme tu dis, ça pose tout plein de questions. Est-ce que ce Ah que je oui, raconte est un secret qui appartient aussi à quelqu'un d'autre? Est-ce ah oui, que oui, j'ai le droit? Est-ce qu'on a le même vécu de cette oui, même scène? oui, Est-ce que donc c'est vrai que c'est très intéressant et le regard de l'autre aussi parce que d'un côté bien je me sûr. dis que les personnes âgées se sont peut-être affranchies un peu avec le temps du regard des autres ou peut-être que vu leur génération c'est encore plus dur pour eux le que Oui. dira-t-on du fait que je m'exprime. Comment est-ce que tu observes ça, ce que dira-t-on? Est-ce que c'est les gens qui viennent te voir l'ont déjà souvent dépassé ou c'est quelque chose de très présent? Alors c'est très, je dirais personnel et singulier, hein, ça dépend vraiment de la personne. En tant que Mhm. biographe, c'est un vrai travail d'équilibriste, hein, parce qu'on est là pour essayer de raconter, l'histoire, d'une personne. Bien sûr, en fait, sur cette même, histoire, il pourrait y avoir, 17 points de vue différents, hein, ça c'est certain. En même temps, on Mhm. est là pour plutôt tisser des liens plutôt que les dénouer. Donc Oui. parfois je suis quand même, aussi là pour essayer
de modérer, de mettre vraiment en mots, de mettre les formes pour dire Mmh. ce qu'il y a à dire, pour ne blesser personne, parce que c'est important. Et en même temps, il faut que la narratrice ou le narrateur puisse s'exprimer librement. Euh, Mmh. alors, j'ai des gens qui se censurent, hein, je pense. En tout cas, ils ne me le disent pas forcément, je dirais, comme ça directement, mais moi, je le sens, hein. Il y a des choses Ouais. qu'ils ne me diront pas, ou ils me le disent carrément, bah ça, je ne vais pas le dire parce que je ne souhaite pas blesser mon fils, ma fille, Mmh. ma belle-fille, enfin, bon, etc. Euh, et puis, il y a des personnes aussi où euh, ça a été vraiment comment dire, des cas de conscience, hein, des gens qui bah, révèlent, hein, des choses incroyablement douloureuses, et puis même, je dirais, qui peuvent entrer dans un cadre pénal, hein, parce que moi, j'ai le souvenir d'une dame qui avait gardé secret le viol qu'elle avait eu dans sa jeunesse, qui pour autant Mmh. avait en fait finalement construit tout le reste de sa vie. Et en fait, elle souhaitait en parler, mais c'est la première fois qu'elle en parlait Mmh. après 70 ans. Donc, on imagine bien que euh, c'était extrêmement douloureux pour Ouais. la famille, notamment pour les enfants, hein, parce que très souvent, ce qui est Mmh. très difficile, c'est le rapport parent-enfant. Les parents sont très soucieux de savoir ce que les enfants vont penser d'eux, beaucoup moins avec les petits-enfants. Et d'ailleurs, les petits-enfants sont extrêmement tolérants vis-à-vis de leurs Mmh. grands-parents. Euh, et c'est vrai que et ça s'est révélé juste dans cette histoire, puisque moi j'ai carrément la fille, hein, qui m'a appelée en me disant bah moi je pense que ça on ne peut pas l'écrire, c'est impossible. Et je lui ai dit bah moi je suis sincèrement désolée que cela vous heurte. On a essayé de l'écrire euh, de la meilleure des façons, mais votre mère y tient et pour elle c'est important. Et moi, Ouais. la narratrice, c'est votre mère, donc Mmh. je vais devoir le garder. Euh, Mmh. Par contre, voilà, on peut en rediscuter, on peut aussi peut-être tenter d'autres formulations, etc. Mais Mmh. ce passage-là devra rester parce que c'est le souhait de votre maman. Et ça a été vraiment difficile pour elle en fait, de le digérer en réalité. Je pense qu'elle l'acceptait, mais elle n'arrivait pas vraiment à digérer cette information. Mmh. Et, et au final, cette grand-mère avait très peur de l'accueil, hein, qui allait être reçu. Et ses petits-enfants ont été merveilleux, quoi, parce que notamment ses petits-fils l'ont appelé en lui disant mais mamie, c'est pas vrai, tu as vécu ça, mais je suis tellement désolée, c'est vraiment Mmh. terrible. Et donc, bien sûr, on ne citait pas la personne, hein, parce que sinon c'était quand même problématique, mais bon, il y avait un lieu, etc. Donc, potentiellement, ça réveille aussi beaucoup de questionnements. Pour autant, Mmh. voilà, en restant dans quelque chose euh, qui doit, je dirais, voilà, dire la vérité et en même temps prendre beaucoup de précautions euh, Mmh. sur différents plans, quoi. Parce que là, on était vraiment à Ouais. la lisière de beaucoup de choses. Euh, et il n'y a pas une seule famille sans secret de famille. Donc, Oui. donc c'est des choses Et qui... puis Ouais. psychologiquement, c'est vrai que je comprends que les petits-enfants soient plus tolérants parce que les enfants, finalement, ça leur donne des clés de compréhension des parents qu'ils ont eus. Oui, Et ça leur réécrit leur histoire aussi un peu parce que peut-être que cette femme, complètement. toute sa vie, s'est imaginé les raisons des comportements de sa mère Ouais, étant ouais, autres. ouais, ouais. Et tout d'un coup, on lui révèle que peut-être des moments peut-être de rigidité ou des moments peut-être de silence étaient peut-être dus à d'autres choses. Enfin, Oui, c'est vraiment intéressant et encore une fois, je vois beaucoup de similitudes dans ce rôle que tu joues d'accompagnante avec des métiers comme le mien dans le coaching parce que pareil, oui, souvent j'ai aussi des proches qui essayent d'intervenir et que continuellement je leur dis j'accompagne une personne et c'est la ouais, seule avec qui je peux échanger oui, sur le contenu de ce qui se passe et oui, il faut constamment mettre des limites saines. oui. Et je vois le temps couler, j'aimerais aussi parler de toi. Du D'accord. coup, toi qui t'intéresses tant aux autres, est-ce que tu fais cet exercice pour toi-même? Est-ce que tu es en train d'écrire des pages que tu révéleras un jour sur ta propre vie? Euh, Dis-nous un petit peu ton rapport à ta propre histoire.
Alors moi, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a des vidéos de moi très très petite où en fait j'écris sans savoir écrire. Donc je pense que vraiment j'ai D'accord. un rapport à l'histoire en général qui est assez étonnant. Donc on m'entend Mhm. baragouiner des choses. Donc apparemment je me raconte vraiment une histoire. Euh, mais je suis très très petite, hein, je dois avoir 3 4 ans. Et donc en fait très jeune, dès que finalement j'ai su lire et écrire, j'ai commencé à avoir des petits journaux où donc j'écrivais mon quotidien. Alors, une banalité affligeante, mais j'ai de la tendresse quand je les relis. Je me dis c'était mignon. Et au fur et à mesure des années, en fait, j'ai poursuivi ça. J'avoue qu'avec l'arrivée de deux enfants là en l'espace de 3 ans, j'ai moins de temps pour écrire pour moi parce qu'en plus j'écris pour mes clients. Par contre, voilà, typiquement, j'écris un journal pour mes filles où j'essaie de Mhm. voilà, leur transmettre moi ce que je vis en tant que mère, que leur maman. Euh, J'essaie aussi d'être dans la vérité parce que quand je leur offrirai, peut-être que ça leur permettra justement de comprendre aussi bah, mes failles, les choses que je réussis, celles que je réussis moins. Et, euh, et puis, par ailleurs, je me dis qu'il est temps aussi que moi, je me tourne peut-être vers mon histoire familiale, voilà, plus ancestrale, on va dire. Et donc, ouais, je pense que je vais, euh, je vais me pencher bientôt sur mes héroïnes à moi, je pense. Ouais, ouais, ouais. D'accord. En essayant Tu bien penses sûr à... de tendre vers du collectif, hein, toujours, parce que c'est ce qui m'intéresse Mhm. vraiment. C'est que nos récits personnels puissent finalement résonner à tous et à tous. Mais ouais, ouais, je pense Donc que l'idée serait de faire des interviews de tes... je sais pas si tes grands-parents sont encore en vie, non, alors des oncles, des malheureusement, tantes. voilà, tout le monde est décédé, mais l'idée, c'est peut-être justement d'aller interroger, parce que ça, c'est aussi souvent une problématique que j'ai. Ces gens me disent, bah oui, mais maintenant, moi, j'aurais aimé le faire, mais mon père est mort, ma grand-mère n'est plus là. Et je pense que il reste toujours des choses de notre histoire et il y reste Mhm. toujours des gens qui ont des échos. Et en plus, on a aussi Mhm. maintenant, on est à une époque, alors déjà, bien sûr, hein, il y a des choses qui restent dans les familles, voilà, des histoires qui se racontent de génération en génération. Il peut y avoir des objets aussi, bien sûr. Euh, Mhm. donc ça passe par plusieurs ouais, types de, de chemins, en fait, pour trouver vraiment Mhm. les clés d'une histoire. Mais euh, mince, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je me suis perdue dans les clés de l'histoire. C'est une enquête. Du coup, pour ceux qui sont Exactement, plus voilà. en vie, C'est exactement ce que c'est une je enquête à dis. mener. C'est que, en fait, voilà, j'aimerais aussi être dans un rapport peut-être moins direct, mais me dire, tiens, comment on interroge une histoire familiale quand les personnes Mhm. intéressées ne sont plus là, mais que Mhm. malgré tout, ça nous questionne et il reste des choses, puisqu'on hérite forcément. Euh, Mhm. en fait des, des, voilà, des pratiques, des rites dans une famille, etc. Ça vient Ouais. toujours de quelque part. Et donc, j'aimerais bien remonter comme ça le fil de l'histoire, finalement, avec des gens qui sont très contemporains, mais, Mhm. et puis avec voilà, des documents peut-être plus anciens. Euh, Mhm. si, si j'arrive Et du coup, à... ça devient un plus gros projet. Il faut interviewer plus de personnes, il y a Exactement. un sujet d'analyse et une enquête à mener. Oui, C'est passionnant. oui. C'est vraiment passionnant. Et je crois savoir du coup que tu as un nouveau métier devant toi aussi, qui commence bientôt. Tu vas être enseignante. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça et de comment ces deux activités vont cohabiter? Oui, alors c'est vrai que moi à la base j'ai une formation de journaliste et on va dire, responsable communication et médias, hein, dans le numérique. Donc euh, j'ai euh, j'ai exercé ces métiers avec plaisir et joie pendant plusieurs années, mais là je sentais que j'étais arrivée un peu euh, à la fin d'un chapitre et que j'avais besoin d'autre chose, peut-être aussi justement Mhm. d'être plus dans l'humain, dans quelque chose de très concret, hein, plutôt que les choses du Mhm. digital qui sont parfois un petit peu aussi moins, moins dans le rapport humain. Euh, et donc là, je vais
vraiment commencé comme enseignante en histoire géo et, et certainement lettres. Et j'avais ce besoin de, je sais pas, d'avoir comme une boucle euh, qui se, voilà, qui s'opère parce que je me disais, euh, déjà j'ai cette passion de l'histoire en général Mhm. et je me dis quelle chance de pouvoir à la fois travailler avec on va dire l'infiniment petit et l'infiniment grand de l'histoire parce que quand on est prof d'histoire et géo, bah voilà, on est dans des choses un peu remarquables, grandiloquentes, etc. Et en même temps, dans mon travail de biographe, bah, je travaille sur ces petites choses mais qui en fait nourrissent aussi l'histoire. Et Mhm. je me disais, même pour mes élèves, ça peut être des apports hyper précieux euh, de témoignages, de mise en perspective, de mise en lumière. Euh, c'est quelque chose qui m'animait. Euh, et puis en plus, le corps enseignant a besoin de, de nouveaux profs. Euh, Oui. et c'est vrai que euh, voilà, je viens d'une famille assez modeste et pour moi, l'éducation que j'ai reçue a été très très précieuse et je pense que c'est, ça reste encore très important et c'est quand même une voie pour s'accomplir dans la vie. Alors ça fait pas tout, Mhm. mais je pense que oui, ma vie a aussi été changée parce que j'ai rencontré des profs qui, malgré, par exemple, le fait que je sois horriblement mauvaise en maths, m'ont dit: «Mais tu as d'autres qualités». Et je les en remercie parce que sinon j'aurais cru toute ma vie que j'étais une grosse patate et c'est quand même moins drôle. Merci à elles et à eux, voilà, qui m'ont permis aussi de moi, je dirais, prendre le pouvoir sur ma vie. Et je sais pas si en fait, moi j'arriverais à peut-être insuffler ça chez quelques personnes, mais en tout cas, ça m'anime, tu vois, de me dire Mhm. peut-être que voilà, il y a des gens que je pourrais croiser et ça deviendra des adultes plus confiants Mhm. parce qu'on aura voilà, partagé ces moments en tant qu'élève Oui. et enseignant. Quoi. Et il y a toujours certains élèves dans la classe qui vont vraiment partager ta passion pour le sujet, puis d'autres qui vont être là un peu malgré eux. Je Complètement. trouve la partie la plus difficile à accepter quand on est enseignant, parce que j'ai Exactement, donné pas mal de cours il faut aussi. beaucoup de lâcher prise. Oui, Mais après, finalement, on regarde notre propre histoire. Moi aussi, j'adorais le français et l'histoire géo. Et en fait, il y a eu plein voilà. de jours où j'étais juste fatiguée parce que justement, j'avais eu trop de cours de maths avant et je n'étais plus Ouais. réceptive. Et ça n'avait rien à voir avec le prof ou la matière. Oui, oui, Donc ça, voilà, je pense que c'est c'est vraiment vrai que dommage. une des qualités aussi, je pense, de prof, c'est à la fois être persévérant et en même temps, il faut avoir beaucoup de lâcher prise et de recul Oui, sur sa accepter. profession parce que en effet, il peut y avoir des jours assez décourageants. Heureusement, après, il y a des jours plus enthousiasmants et ça fait la balance. Oui. Oui, c'est comment permettre à certains de moins souffrir dans la matière et à d'autres de Exactement. s'épanouir dans la matière. C'est ça, c'est essayer de dire bon, comment on peut essayer de limiter les dégâts et faire en sorte que ce que tu détestes devienne quand même un truc passable. Ouais, Et puis exactement. pour ceux qui aiment, voilà, partager ça plus et puis cheminer comme ça. Donc l'idée c'est d'avoir voilà, ces deux casquettes où je serai à la fois enseignante et, Mhm. et biographe où je vais pouvoir continuer à accompagner mes Bah, c'est narratrices fabuleux. et narrateurs. C'est fabuleux. Et peut-être, je vois que c'est bientôt l'heure, j'aurais aimé quand même, est-ce que tu m'as dit deux, trois mots sur l'importance de ton élément, de là où tu vis. Peut-être est-ce que tu peux nous dire un petit peu où tu es, où tu as grandi avant qu'on se quitte, parce qu'il me semble que tu as grandi au bord de l'eau Exactement. et que ça a une importance sur qui tu es devenu. Oui, tout à fait. Alors moi, je suis née à Nantes, hein, donc c'est en Loire-Atlantique, en France. Donc c'est sur la côte atlantique. Et j'ai grandi toute mon enfance dans une petite ville balnéaire qui s'appelle la Bernerie-en-Retz, donc au cœur du pays de Retz. Et c'est vrai que pour moi, l'océan, c'est une partie de moi-même, quoi. C'est vraiment en fait Mhm. quelque chose qui est inhérente à mon existence. J'ai essayé de m'arracher à cette mer et je n'y arrive pas.
En fait, je suis toujours malheureuse là où je suis et où l'océan n'est pas. Et donc voilà, comme je dis souvent, j'ai pas mal bougé hein, parce que voilà, j'ai fait des études, j'ai travaillé dans différentes villes et je suis rentrée dans mon port d'attache parce que c'était devenu quelque chose de crucial en fait pour mon équilibre Mhm. personnel. Euh, et puis j'aimerais aussi évoquer quelque chose si tu me le permets parce que c'est très important. Oui, bien sûr. Euh, je pense qu'on ne devient pas biographe par hasard. Euh, Moi, c'était un rêve lointain. Et puis, je travaillais dans une agence digitale. Euh, donc, c'était très foisonnant. Voilà, il y avait mille et une choses dans la journée. Et je me disais, bah, un jour, peut-être, je ferai ça, je serai biographe. Mais je ne passais pas le cap. Et puis, en 2017, j'ai perdu mon amie d'enfance dans, dans un tragique accident. Et j'avais imaginé avec elle que peut-être on écrirait son histoire pour qu'elle se reconstruise. Euh, Cette histoire, du coup, je ne l'écrirai pas avec elle, mais je me suis dit, je vais l'écrire avec tous les autres. Mhm. Et ça, c'était très, très important pour moi. Euh, Ça aussi fait partie, moi, de ma survie, en fait. Mhm. Souvent, les gens, quand j'écris leurs livres, me disent merci infiniment pour tout ce travail, ce que vous avez réussi à faire. Et moi, je les remercie du fond du cœur parce que eux aussi, en fait, m'apportent Mhm. quelque chose de très précieux. Et, euh, et donc, voilà, ça, c'était quelque chose que je voulais partager parce que c'est, ça a été un élément déclencheur Mhm. incroyable. Et, euh, et je pense que sans ce drame, je ne serais pas biographe aujourd'hui. Je serais restée, je pense, dans mes petits chaussons, confortables, parce que quand j'ai quitté mon CDI, tout le monde m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu es complètement folle, c'est n'importe quoi. Et, euh, et en fait, ça fonctionne et c'est là où je dois être et c'est là où je suis, je Mhm. pense, le meilleur de moi-même. Donc, ça a été très douloureux, mais maintenant, j'ai beaucoup de gratitude pour ce qui me lie bien sûr à mon ami et, Mhm. et, et voilà, à tout ce processus. Euh, donc, euh, Mhm. donc, je suis aussi rentrée dans mon port d'attache pour mettre en place ce nouveau métier parce que pour moi, c'était renouer avec l'océan, qui sont mes racines et qui sont qui je suis. Donc, aussi pour accompagner les gens dans leurs propres racines, il faut savoir aussi bah, voilà, qui l'on est, qui on a envie Se d'être reconnecter à soi. et se reconnecter Mhm. sincèrement et profondément à soi-même et, Mhm. et, et pas voilà, être dans des choses peut-être un peu plus superficielles parce que voilà, l'accompagnement de l'autre, mais bon, je pense que tu en sais quelque chose, ça demande aussi beaucoup d'honnêteté et d'humilité Mhm. aussi. Et quand on ne fait pas face à ses propres, à son propre être, c'est juste impossible. Quoi. Donc Oui, voilà, pour j'espère que le j'ai pas faire trop pour dépassé les le autres. temps. Non, non, y a pas vraiment de temps arrêté. C'était simplement ne pas oublier les derniers points sur lesquels on aurait envie de parler ensemble. Et c'est vrai que là, tu nous laisses sur des frissons, je pense, parce que c'est une belle histoire, une très belle raison de s'adonner à une passion et puis voir comment quelque chose de très douloureux peut donner tout un élan à la vie de quelqu'un. Qui essaye de guérir d'une blessure importante et quelque part tu rends hommage à ton ami à chaque projet que tu accomplis. Donc bah, je te remercie du fond du cœur d'avoir partagé un bout de ton histoire et de ton activité avec nous. C'était très très chouette de te découvrir et je suis sûre que ça va inspirer plein de gens à se dire ah mais oui ce serait trop bien aussi de raconter nos histoires, de s'intéresser à nos familles. Donc je te souhaite tout plein de réussite et quelle chance pour ces jeunes qui vont t'avoir en tant qu'enseignante. Oh, Et merci. Mais mille merci à toi. Vraiment bravo pour ce projet de podcast. C'est génial. Merci pour l'accueil, ton écoute, cet échange qui était très, très doux et en même temps, on a évoqué des choses euh, assez profondes. Donc vraiment, merci à toi. Et puis, une vie aussi à ton podcast.
Bah, c'est vraiment un plaisir et je te dis peut-être à dans quelques temps où on t'entendra parler de tes étudiants. Donc, ce n'est qu'un au revoir et Bah, peut-être un à bientôt. avec joie, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ton Merci invitation. Camille, Merci. prends soin de toi. Au Toi revoir. aussi.